Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Camille Sfez au micro de Nouvelle Conscience. Camille Sfez est une femme inspirante dont les mots m'accompagnent depuis quelques années déjà. J'ai découvert Camille à travers ses livres, La puissance du féminin d'abord, puis Vulnérable, parus tous deux aux éditions Le Duc. Dans ses écrits, Camille explore les profondeurs de la féminité et l'impact du système patriarcal dans la construction de son identité. Camille Sfez rayonne d'une douceur joyeuse qu'elle répand dans ses cercles de femmes ou encore dans ses formations. Dans cet épisode, nous explorons la multiplicité du féminin. Nous nous questionnons sur ce qui fonde nos vies de femmes et d'êtres humaines. Nous tentons aussi de questionner le sensible, non comme une énigme à résoudre, mais comme un chemin, un processus à la fois lent et profond, parfois douloureux, de rencontre à soi et à l'autre. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous souhaite également d'honorer un peu plus chaque jour la beauté dans votre vulnérabilité. Camille Sfez. Bonjour Manon. Bienvenue au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de m'inviter à ton micro. Merci de m'accueillir chez toi dans ton beau salon lumineux. Je te propose pour commencer de te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, avec le cœur et en conscience s'il te plaît. Oui, alors je crois qu'avant tout je suis une femme qui cherche à participer, contribuer à un monde justement où l'ouverture de cœur serait un moteur. Je me souviens qu'il y a longtemps, je m'étais vraiment formulé ça intérieurement comme, je sais pas si c'est une mission, c'est peut-être un peu grand de dire les choses comme ça, mais en tout cas quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et aider les gens, enfin déjà arriver moi, aider les gens à être dans le cœur, ça passe par un processus d'écoute intérieure, d'intériorité, que moi je propose dans différents espaces, on va dire. D'abord en tant que psychologue, donc dans des espaces thérapeutiques, en face à face. Et puis aussi dans des espaces dont on va reparler sûrement, qui sont les cercles de femmes, qui sont vraiment des espaces d'écoute où on se connecte à son intériorité, à son cœur. Voilà, donc c'est principalement ces deux choses qui pourraient me définir. Et puis je suis aussi l'autrice de 2 livres. La puissance du féminin est vulnérable, mais peut-être ça aussi, on va en reparler. Oui, tout à fait. Merci. Camille, tu as beaucoup réfléchi, travaillé, écrit sur la vulnérabilité notamment, notamment la vulnérabilité en tant que femme, surtout aussi. C'est quoi pour toi être vulnérable ? La vulnérabilité, ça s'apparente à de la fragilité. Et en même temps, ça sous-entend qu'il y a un extérieur qui peut être dangereux, ou qui peut être menaçant, je dirais. Et donc cet état de vulnérabilité, c'est un état dans lequel on se sent à la merci d'un extérieur, que ce soit d'événements extérieurs, d'un autre, qui nous met dans une forme de tremblement intérieur. Et je dirais que souvent, cette vulnérabilité, en fait, elle est présente constamment, à chaque instant de nos vies, mais la société nous apprend à la masquer, ce sentiment de vulnérabilité, nous apprend à être fort, à tenir, etc., etc. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça ouvre de se reconnecter à sa fragilité. Pas du tout pour s'y complaire ou évidemment, mais plutôt parce que je crois que c'est la porte aussi d'une plus grande sensibilité, en fait, d'accepter d'être touché par ce qui nous environne. Et voilà, ce que ça permet, en fait, pour chacun. D'accord. Tu nous invites notamment à être gardienne du seuil de cette peut-être de cette vulnérabilité de plusieurs mondes. Que représente pour toi ce seuil ? Oui, en fait, en réfléchissant, à la fois, j'ai écrit ce livre donc en 2021.
suite à déjà un grand sentiment de vulnérabilité dans ma vie personnelle et puis aussi de ce que j'observais justement dans les espaces que je propose, de cercles de femmes et autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce moment où on rentre en contact avec notre vulnérabilité, avec ce sentiment de se dire en fait non, je peux pas me protéger de tout, ou je suis blessée par quelque chose ou par quelqu'un, c'est souvent un moment où il y a un basculement possible, où il y a une ouverture en fait possible. Il y a à la fois c'est quelque chose qui nous fait très peur, donc on va tout faire pour le mettre de côté, ce sentiment. Et en même temps, quand on n'arrive plus à le mettre de côté et qu'on est en contact avec cet état intérieur, ça ouvre quelque chose. Et en ça, je trouve que c'est un seuil. Et justement, on va pouvoir parler de ce que ça ouvre, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous échappent en fait à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que c'est pas ok, j'accepte d'être vulnérable, donc je vais gagner quelque chose. C'est juste que je m'approche d'un endroit à l'intérieur de moi qui est un point de bascule en fait, ou une ouverture. Une ouverture vers quoi? Alors du coup, probablement des choses qui nous échappent, et j'ai envie de le dire d'abord, c'est-à-dire que voilà, je sais pas avant de m'ouvrir ce que je vais gagner à accepter ma vulnérabilité, et ça je pense que c'est vraiment important. Je crois que ça permet à la fois quand même de se regarder en face, c'est-à-dire justement toutes ces parties de nous qu'on a mises de côté pour pas se sentir vulnérable, tout d'un coup de pouvoir les regarder, de pouvoir s'avouer que ça nous touche, que finalement on n'a pas envie d'être déçu, que c'est une manière de se rencontrer à nouveau, de se regarder en face. Je crois que ça permet aussi, du coup, quand on le verbalise, d'avoir des meilleures relations avec les autres, parce qu'en fait, de pouvoir partager sa vulnérabilité, c'est aussi le socle des relations significatives. Ça, c'est Brené Brown qui dit ça, mais du coup, les relations deviennent plus riches, en fait, tout simplement, de pouvoir partager avec l'autre ces espaces de nous dont on a honte ou qu'on aimerait cacher. Et puis, je crois... Et ça, c'est peut-être plus une question que je me pose, mais une de mes questions, ça a été qu'est-ce que ça ouvre aussi dans notre connexion, je dirais, au monde sensible, grâce à ce corps qui, s'il est moins protégé, peut-être on peut avoir l'image de la bogue de marron, s'il y a moins la bogue, si elle est plus ouverte et que le cœur du marron est plus à vivre d'une certaine manière, qu'est-ce que ça change aussi dans notre rapport au monde? Et je crois que ça ouvre quelque chose de l'ordre de la sensibilité, et aussi parfois d'une sensibilité à ce qui nous échappe, au mystère, à ce qui nous dépasse. J'ai pas de preuves là-dessus, je dirais, mais c'est vraiment une question que je me pose. Ouais. Mm-hmm. Et tu questionnes également la nécessité ou le fait qu'être vulnérable nous permettrait de changer le monde. Est-ce que du coup, c'est justement s'ouvrir à cet état d'être qui permet d'avoir un autre rapport au monde et donc de le changer, d'avoir des actions qui vont changer aussi? Oui, c'est-à-dire que le monde, il est construit sur le mythe de l'invulnérabilité. On nous raconte, on va dire le patriarcat s'est construit depuis plus de 2000 ans sur un mythe de virilité. Il faut être fort, il faut être un homme, il faut avoir des muscles, il faut pas avoir de sentiments, il faut pouvoir endurer la souffrance, il faut serrer les dents. Et donc en fait, tout ça, ça exclut complètement notre sentiment de vulnérabilité. Donc c'est vraiment un changement de paradigme de dire que cette vulnérabilité, elle a de la valeur. Et en ça, je crois que ça change, en fait, déjà, ça nous change nous intérieurement, c'est ce qu'on venait de dire. Et puis du coup, ce changement de valeur, ça permet aussi de questionner les institutions, les relations de domination, tous les espaces, je dirais, politiques où cette domination s'exerce, en fait, où ce mythe de l'invulnérabilité est présent. Et quand ça, oui, je crois que c'est le monde de toute façon. Enfin, moi, je le nomme avec ces mots-là, mais cet ancien monde, il est vraiment en train de s'écrouler. Oui. Et donc, je dirais avec mon filtre à moi, ça parle de vulnérabilité, mais on pourrait en parler d'une autre manière aussi. D'accord. Tu parles dans ton autre livre, La puissance du féminin, de blessures collectives. Et tu nous invites à les guérir aussi. Donc, est-ce que ce sont ces blessures qui sont aux racines finalement de cet ancien monde dont tu parlais tout à l'heure? Dans cet ancien monde, on va dire patriarcal, les femmes sont blessées à l'endroit où elles sont soumises en fait. Elles sont les objets de la domination.
Donc, en tout cas, dans mon chemin, moi, de comprendre ce que ça voulait dire être une femme pour moi, je me suis rendu compte de l'importance de ces blessures collectives portées par mes mères et grand-mères, mais aussi par tout l'héritage, en fait, de l'inconscient collectif dans lequel j'évolue en tant que femme et puis dans lequel je vois les femmes évoluer. Je crois que ce que je disais à l'époque, enfin, c'était déjà, ça faisait déjà 50 ans qu'on le disait, mais je veux dire, aujourd'hui, ça paraît encore plus évident, mais donc cette posture de soumission où en fait c'est pour ça aussi que dans mon livre j'ai choisi ce terme de puissance, c'est-à-dire que en fait la puissance des femmes aujourd'hui après MeToo, il y a quelque chose qui est presque banalisé, je dirais, avec l'essor en fait de cette nouvelle vague du féminisme, etc. C'est évident que ces deux mots vont ensemble et pourtant ça n'a pas été le cas dans l'histoire. Et donc c'est à cet endroit-là, du manque de puissance, de la posture, ou de l'état de victime, mais aussi de l'état de soumission qu'en tant que femme on porte cet inconscient collectif, ces blessures collectives. Mais ce dont tu parles aussi, c'est que ces blessures vont aussi toucher les hommes. Finalement, c'est Bien un sûr. féminin au sens large. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, sur cette part de féminin que chaque être humain porte en lui-même? Ouais, c'est difficile de parler de ça parce que je crois, en tout cas, quand j'ai écrit mon livre La puissance du féminin, j'avais vraiment idée que le féminin, c'est une polarité à l'intérieur de nous, comme tous les couples d'opposés, yin et yang, masculin, féminin, et puis que ça vient aussi de cette... on va dire de la pensée de Jung qui parle de l'animus et de l'anima, donc l'animus étant le masculin de la femme et l'anima étant le féminin de l'homme. Et je crois qu'en fait c'est difficile, ça mériterait d'être vraiment précise sur de quoi on parle, parce que parler d'anima pour un homme c'est pas la même chose que de parler de son énergie yin par exemple. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait d'utiliser ce terme féminin ça mettait de la confusion sur de quoi on parle. En tout cas, j'aime beaucoup la définition d'Annick de Souzenel qui dit le féminin, c'est ce qui nous permet d'aller à la rencontre du mystère des choses. C'est la dimension de nous, on va dire, d'une forme de réceptivité qui concerne les hommes et les femmes. Mais c'est comme si, en fait, dans ma recherche, c'était important de plus parler du féminin des hommes parce que... je sais pas vraiment de quoi on parle quand on dit ça. Par contre, le fait que le système patriarcal ait blessé les femmes et ait blessé les hommes aussi, ça c'est une évidence, à la fois dans cette injonction à la virilité et donc de toutes les conséquences terribles qu'il pourrait y avoir pour un homme à pas être viril, justement, à pas être dans cette posture de pas pleurer, de tenir, d'être fort. Je pense là à une pièce que j'ai vue il y a très peu de temps qui s'appelle La tendresse, où on entend justement les hommes parler du poids que ça a aussi pour eux, dans tous les moments où ils ne collent pas à ce mythe-là de la virilité. Donc je crois qu'en fait on est vraiment blessés collectivement et qu'il n'y a pas, en tout cas quand on travaille sur cet héritage collectif, peut-être que c'est pas à propos de trouver des bourreaux en fait ou des persécuteurs, mais plutôt de voir l'impact que cet héritage, la présence de cet héritage pour nous, l'impact que ça a dans notre vie, pour essayer de détricoter ça et puis de sortir de cette posture. Oui. Quoi. Donc peu importe le genre, finalement, c'est une invitation à se rencontrer soi et à prendre conscience finalement de ce qui est au cœur du système pour éventuellement changer sa façon de se comporter dans ce système. Oui, et c'est pas peu importe le genre parce que c'est justement une question de genre, c'est-à-dire si je me reconnais, là je parle de ceux qui se reconnaissent dans leur genre, si je me reconnais dans mon genre, que je sois homme ou femme, je porte cet héritage. Femme, je porte l'héritage de la soumission, homme, je porte l'héritage de la domination. Et en même temps, évidemment, avec toute cette palette de... on n'est pas du tout une caricature de l'un ou l'autre pôle, on est un mélange de tout l'éventail entre les deux. Donc, mais je crois que c'est vraiment l'héritage du genre et de la posture que les hommes et les femmes ont pris pendant des milliers d'années. D'accord. Et ça, du coup, ça peut avoir un impact sur les êtres humains aujourd'hui dans leur façon d'être au monde. Oui, exactement. Par exemple, ce que je disais là, ces hommes qui,
ne vont pas oser d'une certaine manière exprimer une forme d'agressivité parce que ça pourrait être tout de suite faire référence pour eux à une posture de bourreau, et donc qui seraient des hommes qui seraient un peu auto-limités, je dirais, dans l'expression d'une forme de puissance, ou à l'inverse des hommes qui, n'arrivant pas à coller à ce mythe du mec macho, gros bras, se sentiraient moins hommes. Enfin, évidemment, il peut y avoir plein de manifestations, en fait. Oui. Et justement, tu proposes des cercles de femmes. Oui. En quoi le fait de se retrouver entre femmes, ou de se retrouver en tout cas en cercle, entouré, ça permet de nourrir et d'aller oser exprimer sa part de soi qui ne peut pas être exprimée dans un monde parfois individualiste où on est inconnu, anonyme, noyé dans... Ouais, je crois que, en fait, il y a deux choses dans ces cercles de femmes. Il y a à la fois le fait que ce sont des espaces d'écoute, et que dans nos vies quotidiennes, hyper remplies, où on est là, on passe nos journées à dire sur les réseaux sociaux à quel point on a une vie formidable, ou où on est dans une forme de discours social, qui est évidemment nécessaire, hein, mais qui est beaucoup en surface. Ces cercles de parole, c'est déjà avant tout des endroits où on peut avoir 3 heures pour soi dans la semaine ou dans le mois pour justement entendre ce qui se passe sous la surface, en fait. Donc regarder toutes les parts de nous qu'on laisse de côté dans notre quotidien parce qu'on n'a pas le temps de se poser la question de comment on va finalement, ou que c'est trop douloureux, ou qu'il y a des choses dont on a complètement conscience. On sait que cette tristesse, par exemple, elle est là, mais que je peux pas la formuler autour de moi parce que mon entourage, mes proches, mes amis, mes collègues ne peuvent pas entendre la douleur que j'ai de tel ou tel événement. Donc, en fait, c'est vraiment des espaces où on peut se connecter à soi. Et ensuite, tu parles aussi, du coup, puisqu'on parlait des hommes et des femmes, le fait de se retrouver entre femmes, c'est aussi une manière de sortir, en fait, de la mixité dans laquelle on vit au quotidien. Et dans ces espaces de non-mixité, du coup, c'est comme si, inconsciemment, on se mettait à la recherche de ce qui nous relie en tant que femmes. C'est pas du tout, je pense, une démarche consciente, mais je vois souvent des femmes, par exemple, qui viennent dans les cercles, enfin, longtemps en tout cas, j'ai vu des femmes venir avec cette question. Qu'est-ce que c'est être une femme? C'est quoi ma valeur en tant que femme? Quelle femme j'ai envie d'être? Et que du coup, dans des espaces de non-mixité, c'est des questions qu'on peut se poser, ou en tout cas qui sont présentes implicitement. Je sais pas si on y trouve des réponses, en tout cas, on trouve clairement pas une réponse universelle à cette question, mais peut-être que des femmes repartent avec... des bribes de réponses aussi, parce que dans un cercle, chacune va parler à tour de rôle, chacune va raconter sa vie, ce qui lui arrive, ses difficultés, ses problématiques, ses rêves, et que du coup, d'entendre ça, il y a un phénomène de résonance aussi qui se met en route, qui fait que ça va nous permettre de regarder aussi chez nous quels sont les rêves, les difficultés, etc., etc. Est-ce que ça revient aussi peut-être à remettre en place une pratique racine, en fait, des peuples racines qui se réunissent en cercle au sein d'une tribu, d'une communauté, et qui osent parler de tout ce qui les traverse sans faire de différence entre je vais bien, je vais mal, mais comme un tout? Ça revient aussi peut-être à ça, revenir à une notion constitutive. Oui, cette forme du cercle, elle est présente depuis toujours. Disons que dans ma démarche, je dirais... Alors, moi, j'ai longtemps animé des tentes rouges, donc en fait, c'était quelque chose que moi, j'ai reçu d'américaines qui travaillent dans le monde du développement personnel, des psychologues, des thérapeutes. Donc, c'était pas une démarche de peuple autochtone, hein. Mais évidemment que ça fait référence au fait que dans beaucoup de traditions, on a retrouvé ça notamment sur beaucoup de sites archéologiques autour du bassin méditerranéen. Il y avait des espaces où les femmes se retrouvaient entre elles quand elles avaient leurs règles, où elles allaient accoucher, donc des espaces dédiés aux femmes, réservés aux femmes. Et puis cette pratique du cercle, on la trouve partout, hein, dans énormément de cultures, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est le fondement aussi, le socle de la communauté. C'est-à-dire que pour créer une communauté, il faut se mettre ensemble, s'asseoir et puis parler des sujets dont il faut parler, en fait. Hein. Donc, d'une certaine manière, il y a quelque chose d'assez ancestral dans cette pratique. Mais c'est vrai que moi, je le vis comme quelque chose de très contemporain, en fait. C'est-à-dire que j'ai conscience qu'il y a ces racines, et en même temps, c'est pas à propos de recontacter une tradition particulière. Oui. Oui, c'est vraiment inscrit dans le contexte actuel et... Oui, et d'utiliser cette forme finalement qui est une forme
de parole, de communication qui crée du collectif, qui crée de la valeur, d'utiliser cette forme pour aller à la rencontre de soi, quoi. Et tu invites parfois dans ces cercles ou même dans les hôtels que tu crées, d'inviter en fait des éléments de la nature au sein de ces espaces d'échange. Et dans ton livre Vulnérable, tu parles beaucoup de l'élément eau aussi. Donc en quoi la nature soutient ce processus de transformation, aussi de guérison? Alors je dirais que je vais dire un peu le contraire de ce que je viens de dire à l'instant, mais il y a aussi du coup dans certaines traditions et peut-être dans toutes, je ne sais pas, dans la constitution de ce cercle, la conscience qu'on est relié aux différents règnes, notamment au règne animal, au règne minéral et au règne végétal. Et donc, d'appeler ces différents règnes au sein du cercle, c'est une manière de se rappeler qu'on est là, nous, entre humains, mais qu'on n'est pas tout seul avec nos petits bras, quoi, qu'on est relié à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le nomme le vivant, et qu'en plus, ce vivant, si on creuse, notamment, par exemple, dans la tradition amérindienne ou dans certaines traditions chamaniques, les différents éléments, les différents animaux vont nous aider aussi à trouver notre place en tant qu'humain dans cette grande toile du vivant. Moi, je suis pas du tout spécialiste de ces sujets, donc j'ai pas envie de trop développer, mais je dirais que d'avoir au centre du cercle quelque chose qui représente le végétal, quelque chose qui représente l'animal et le minéral, par exemple une plume, une pierre et une fleur, c'est une manière aussi d'amener au centre du cercle cette conscience qu'on est relié aux différents règnes. Et je crois que ce qu'on appelle dans ces espaces, alors le mot guérison, c'est aussi un mot que j'aime pas trop utiliser parce que j'ai pas envie de vendre que on se guérit dans les cercles de femmes, mais bien sûr qu'il y a de la guérison qui peut arriver à certains moments, et quand ça arrive, c'est magique, et que si elle arrive, c'est certainement pas parce que il y aura eu une action de fait particulière, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y en a une qui a dit quelque chose de particulier ou qu'elle a reçu un super soutien, ou je sais pas, si la guérison arrive, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui œuvre à travers nous, qui nous échappe, puisque c'est pas un espace thérapeutique, moi je suis psychologue, mais je joue pas le rôle de psychologue dans ces espaces, donc c'est vraiment la magie de la rencontre, de la parole qui circule, et que d'une certaine manière, voilà, c'est aussi se rappeler qu'on invite du soutien dans ces espaces, du vivant autour de nous, du mystère, et que c'est ça qui œuvre aussi. Oui. Mais tu soulignes ici quelque chose d'important, c'est l'idée d'un processus, je pense, et pas d'un objectif. Voilà, je vais me rendre à ces cercles pour guérir ou pour avoir une réponse. Tu disais que parfois les réponses, on les avait même pas dans le cercle, mais finalement ça s'inscrit dans un chemin. Oui, exactement, parce que de toute façon la guérison, je pense que tous les auditeurs seraient heureux de savoir s'il y avait une chose à faire pour guérir. On sait bien que non, parfois ça prend une vie entière, parfois on guérit pas, parfois c'est ce qui nous met en mouvement, cette quête de la guérison, mais qu'en fait on la trouve pas. Oui. C'est vraiment comme la magie de la vie, quoi. D'une certaine manière, c'est dur de croire qu'on va pouvoir l'obtenir. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais partager pour justement celles et ceux qui souhaiteraient un premier pas, renouer à leur vulnérabilité, en rejoignant ce cercle, ou d'une autre façon, quelles sont les pratiques qui peuvent guider ce processus? Je crois que la première pratique, c'est vraiment de se mettre à l'écoute de soi, c'est-à-dire de trouver des espaces dans sa journée ou dans sa semaine où on peut s'asseoir et prendre 10 ou 15 minutes pour aller écouter avec curiosité justement ce qui tremble à l'intérieur, ce qui doute, ce qui est en colère, ce qui ne veut pas, ce qui a peur, finalement toutes ces émotions qu'on trouve inconfortables et qu'on va rejeter. Et donc je crois que c'est ce processus, c'est surtout à propos de ça, de se mettre à l'écoute de soi et de ce qui nous dérange. Et j'aime bien cette image du tremblement, parce que c'est vraiment le signe corporel que on quitte le contrôle
et qu'on va vers l'impression que on est nu sur scène, quoi, ou que on va faire le grand saut, et du coup c'est à cet endroit-là qu'on peut vraiment rentrer en contact avec le sentiment de vulnérabilité. Donc ça, je crois que c'est vraiment la première chose. Et puis c'est vrai que de le faire en cercle, de le faire à plusieurs, c'est aidant, parce qu'en fait quand j'entends un homme ou une femme, là on a parlé des cercles de femmes, mais il existe aussi des cercles d'hommes et des cercles mixtes, mais ou même peut-être parfois on peut vivre des moments comme ça avec ses proches, ses amis, mais quand je vois quelqu'un d'autre être vulnérable devant moi, dire quelque chose qu'il a sur le cœur, se dévoiler finalement, ça m'aide moi aussi à me dire ah oui, en fait il est capable de le faire, moi je peux le faire aussi. Et puis c'est aussi soutenant en fait, d'à plusieurs pouvoir contacter cette fragilité. Donc voilà, je dirais ça. Et puis de lire le livre, d'aller regarder aussi évidemment cette vidéo, elle est révolutionnaire. S'il y a des auditeurs qui n'ont pas vu encore la vidéo de Brené Brown sur le pouvoir de la vulnérabilité, elle en parle très bien. C'est une bonne manière aussi d'aller voir concrètement, peut-être encore plus concrètement, de quoi on parle. Et tu parles d'une déesse Vulnus qui n'existe pas, c'est la déesse de la vulnérabilité. Est-ce que tu penses qu'on aurait eu besoin de cet archétype de Vulnus aussi pour nous aider? Est-ce qu'on peut aussi la convoquer pour nous aider sur ce chemin Oui, rencontre? Pour moi, qui passe quand même mon temps, je dirais la prière, c'est quelque chose d'important dans ma vie. Ça s'appelle prière ou ça s'appelle fermer les yeux et se relier à plus grand, peu importe, mais du coup en écrivant le livre j'avais vraiment envie qu'il existe une figure tutélaire de cette vulnérabilité, et l'idée de rajouter une déesse au panthéon des dieux et des déesses, c'était une idée qui m'a plu. Et que d'une certaine manière ce qui est sûr, c'est que sur ce chemin-là, comme ça vient toucher justement le moment où on est à bout de force en fait, où on peut plus tout seul, où on sait pas, où le contrôle nous échappe, où on est perdu, désespéré, c'est dans ces moments spécifiquement qu'on a envie de se tourner vers quelque chose de plus grand qui peut nous aider. Donc c'est aussi pour ça que inventer une déesse, c'était une manière de dire au-delà de en qui on croit, mais c'est possible de s'en remettre à quelque chose de plus grand à ce moment où on a l'impression qu'on n'a plus aucune force, quoi. Elle te soutient, toi, Vulnus, du coup, au quotidien? Elle m'a beaucoup accompagnée dans l'écriture, et je dirais, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est moins présente, parce que finalement, peut-être que pour moi, c'était je vais pas dire un effet littéraire, mais elle a été très présente dans l'écriture. Elle m'a vraiment guidée. Et puis aujourd'hui peut-être un peu moins, mais tu vois, avec ta question, je me dis que j'ai envie de la reconvoquer. Ah, d'accord, oui, c'est aussi important, je pense, que tu partages là, c'est-à-dire que en fait c'est une question aussi d'étape de vie, les besoins évoluent en fonction de ce qu'on traverse aussi, et du coup on peut du coup se réunir, se relier à différentes pratiques en fonction de ce dont on a besoin aussi. Oui, bien sûr. Et ce qui va nous être utile à un moment. C'est-à-dire que là, moi, on parle de ça aujourd'hui, donc bien sûr que se relier à sa vulnérabilité, je pense que c'est hyper riche. Et puis il y a des moments où on n'a pas envie de s'y relier, où on a besoin de se relier à sa force. Je crois que c'est pas du tout antinomique, justement, c'est ça l'intérêt. Mais en même temps, à certains moments, on a besoin de pas s'attarder sur ce qui est fragile, de pas lui donner trop de place. Aussi parce que si je lui donne trop de place, peut-être que je vais être engloutie en fait par les émotions qui me traversent. Et que du coup, c'est pas une nouvelle injonction, c'est plus une proposition à certains moments de pouvoir mettre de la curiosité à cet endroit-là. Oui. Et oser aussi peut-être, comme tu disais au tout début, mais se montrer vulnérable à l'autre en fait, et enlever les masques. Oui. Brené Brown dit ça, peut-être je viens de le dire, mais que c'est au cœur des relations humaines significatives de cette capacité à se montrer vulnérable, c'est-à-dire à dire je t'aime en premier, à dire à l'autre j'ai un cancer, à pouvoir avouer en fait à l'autre je te déteste, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on avoue à quelqu'un, mais de pouvoir dire des choses en fait qu'on s'autorise pas à dire, dont on a honte, parce que je le vois beaucoup dans la clinique avec les gens que j'accompagne, avec mes patients.
on a l'impression, par exemple sur ce Je te déteste, que si on est en relation avec quelqu'un, si on aime quelqu'un, on doit avoir de la gratitude pour cette personne, ou vis-à-vis de la vie, enfin peu importe. En fait, finalement, le sentiment de vulnérabilité, il nous met aussi en contact avec notre complexité. On n'est pas l'un ou l'autre, les choses sont pas noires ou blanches, c'est pas je suis fort et donc je suis pas fragile. Non, je suis fort et fragile en même temps et vulnérable en même temps. Et en fait, c'est ça qui... Enfin, on est toujours cette paire d'opposés, quoi. Oui. Et est-ce que peut-être cette vulnérabilité vient aussi convoquer des grandes peurs comme celle du rejet, de l'abandon, en osant être soi-même, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais quand même être intégrée dans le groupe, être acceptée telle que je suis? Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup dans les cercles, justement, des femmes qui disent, en fait, après vous avoir avoué ça, vous continuez, je sens que vous continuez à me regarder de la même manière. Oui. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut vivre avec un proche. Mais justement, ma plus grande peur, c'est d'être rejetée, abandonnée, ou de pouvoir me montrer vulnérable à l'autre et de faire l'expérience que je vais pas être rejetée ou abandonnée, ou etc. C'est très soutenant, en fait. Et peut-être que dire à celle ou à celui qui n'accepte pas en face notre vulnérabilité, puisque j'imagine que ça peut aussi gêner le fait de se dévoiler, c'est pas une façon d'être qui est habituelle. Et donc est-ce que ça, tu pourrais partager un... Voilà. Oui, parce que je pense que c'est important aussi de choisir auprès de qui on se montre vulnérable. Le but, c'est pas de se montrer vulnérable face à n'importe qui, parce que ça, c'est de l'inconscience et qu'on a besoin aussi de discernement, de savoir à qui, en fait, on va livrer ça, cette fragilité. Et parfois, on peut la livrer à bon escient à quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire, mais en fait, il n'y a rien à en faire. Il y a simplement à être là. Souvent... face à un proche, par exemple, votre meilleur ami qui vous dit qu'il est hyper triste, vous avez envie de lui donner un conseil, de lui remonter le moral, de sortir boire un verre, de lui donner un numéro de thérapeute. Bon, en fait, tout ça, c'est pas de l'écoute. Ce dont on a besoin quand on se sent vulnérable, mais même dans n'importe quelle émotion, je dirais, on a besoin d'être entendu, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui nous dit « je te vois, tu es triste, tu es désespéré, tu es foudrage », et en fait, rien d'autre, finalement. Et c'est souvent notre propre peur d'être en contact avec notre vulnérabilité qui nous fait trouver des solutions pour l'autre, alors que l'autre, il a rien demandé, il a juste envie qu'on l'écoute, quoi. Ouais, ça revient à ce que tu disais, quand l'autre se livre, la personne en face, en fait, est enjointe, elle aussi, à accepter ça et à reconnaître la vulnérabilité qui la traverse, de voir en face la personne qu'elle aime, de se sentir, en colère, avoir de la tristesse, de la douleur. Oui. Et est-ce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui n'aient justement pas cette sensibilité à la vulnérabilité, avoir un mur et... Oui, bien sûr, il y en a. On va pas parler de psychologie clinique ici, mais bien sûr qu'il y a des gens qui sont pas capables en fait d'empathie, qui sont pas capables de comprendre, ou alors des gens pour qui voir la vulnérabilité de l'autre, ça va tellement leur renvoyer le fait qu'ils n'ont pas accès à leur propre vulnérabilité, ça va les renvoyer du coup, là je peux imaginer à des vécus d'enfance où on leur a interdit d'être vulnérables, où ils se sont construits avec une énorme carapace, et donc du coup c'est impossible en fait d'accueillir la vulnérabilité de l'autre. C'est pour ça que c'est important de savoir à qui on la partage. Ouais. Et peut-être, est-ce qu'il y a une façon de la partager ? Je pense aux messages, tu vois, c'est vrai qu'on est une génération qui communique beaucoup par texto, par WhatsApp, message audio. Est-ce que c'est Bon, je pense que je connais déjà la réponse, mais comment traverser cet écran et se retrouver en face ? Est-ce que ce serait pour toi une base, en fait, de la vulnérabilité en face de l'autre, tu vois. Quand tu dis ça, je me dis que peut-être pour certains qui sont habitués à être toujours derrière les écrans, de pouvoir être en face justement pour communiquer, c'est déjà se montrer vulnérable. C'est intéressant de se dire que d'une génération à l'autre, et peut-être avec la sensibilité aussi qui grandit, pouvoir parler de soi en regardant l'autre dans les yeux, c'est déjà trop, quel que soit ce qu'on a envie de dire. Je crois qu'en fait, vraiment, pour moi, la vulnérabilité, elle se mesure au courage qu'il me faut pour dire les choses. Si c'est dire quelque chose par texto, parce que j'arriverai pas du tout à le dire en face, et que déjà ça me demande du courage, c'est déjà le signe que là, je me sens vulnérable. Et c'est OK. Après, évidemment, pour pouvoir se livrer et vraiment engager une conversation avec quelqu'un, il faut du temps, il faut de l'espace, il faut être ensemble. Enfin, il faut. C'est des bonnes conditions, quoi.
Oui, c'est mieux. Oui, c'est sûr. Au moins, il faut être deux pour faire circuler la parole. Et le temps dans tout ça, est-ce que c'est un bon remède aussi, un bon accompagnant à l'acceptation de sa fragilité, sa vulnérabilité Je crois pas. Ah oui. Enfin, c'est-à-dire que, en tout cas, là aussi, c'est vraiment mon expérience. Je crois que moi, dans ma vie, j'ai vécu plusieurs moments de grande vulnérabilité. Et puis, quand on traverse un moment, on se dit, oh, en fait, ça y est, c'est bon, je l'ai accepté, ma vulnérabilité. Je me sens tellement plus solide de savoir que j'ai survécu, en fait, à ce qui s'est passé. Mais en fait, la fois suivante, on est à nouveau tout petit, quoi. Hein. Je crois pas qu'en fait, bon, j'ai pas cette expérience-là, mais je suis prête à entendre que c'est pas le cas de tout le monde. Mais je crois pas qu'on progresse, en fait, par rapport à ce sentiment. Je crois qu'on est toujours, justement, c'est la définition, on est toujours à fleur de peau, à vif, et que le temps change. Je sais pas si le temps change quelque chose à ça. Je crois pas. Mais... Ouais, parce que ça, tu sais, c'est un peu un conseil que tout le monde donne. Ah, avec le temps, ça ira mieux. Laisse-toi le temps. Et en fait, pas forcément, d'après ce que tu dis. Il y a deux choses. Bien sûr que quand, je sais pas, quelqu'un vit la perte d'un être cher ou vit la fin d'un job ou je sais pas, sur le moment c'est très douloureux et puis avec le temps ça devient moins douloureux parce que d'une certaine manière on intègre cette expérience, les émotions elles sont pas éternelles donc ça c'est vrai. Bon, je crois aussi que quand on dit à quelqu'un laisse-toi le temps, ça ira mieux demain. C'est une manière de pas écouter la douleur aussi présente et donc c'est une manière de dire à l'autre dépêche-toi d'aller mieux quoi. C'est clair. Mais je parlais plutôt du sentiment de vulnérabilité qui nous prend quand à nouveau on va perdre quelqu'un d'autre ou ou être viré de son appart ou j'en sais rien, enfin vivre un autre moment de fragilité. Les expériences de fragilité d'avant, je suis pas sûre qu'elles nous servent à mieux le vivre. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Je sais pas. Ouais. Merci Camille. Merci à toi Manon. Comment on peut te suivre, rejoindre un groupe? Tu proposes aussi des programmes en ligne? Oui, alors me suivre principalement c'est vrai sur Instagram et via la newsletter donc on peut s'inscrire sur mon site camillesfez.com. C'est vraiment les deux vecteurs avec lesquels je communique le plus. Et puis oui, si ça vous intéresse, j'ai créé un programme en ligne autour de la vulnérabilité sur 3 mois où il y a toutes les semaines des vidéos et puis des ateliers qui sont proposés pour aller à la rencontre en fait de nos fragilités, apprendre à les chérir. Donc c'est aussi une manière... Et après avoir suivi des cercles avec toi et ce programme, on peut rejoindre également des formations, il me semble, pour également animer des cercles de femmes. Oui, alors après, du coup, au-delà de ça, cette année, c'est un petit peu en pause, mais toutes ces dernières années, j'ai aussi animé des stages et des retraites qui vont reprendre en octobre, novembre, décembre 2023. Donc là, qui sont dans différents lieux, en France et ailleurs. Voilà, je propose toujours des espaces d'écoute, quoi, je dirais, souvent avec d'autres, des amis qui sont profs de yoga, une amie qui est apnéiste, donc voilà, ça c'est les espaces. Et puis, toutes les femmes qui viennent à mes cercles de femmes ou qui ont cheminé dans d'autres cercles, elles peuvent aussi, une fois par an, je propose une formation qui est pas évidemment une obligation pour pouvoir animer des cercles de femmes, parce que n'importe qui peut en animer, mais je crois que c'est vraiment important de s'interroger sur sa posture. Et donc j'accueille dans ces formations des femmes qui ont cheminé au moins 1 an en tant que participantes dans des cercles et qui auraient envie du coup d'en ouvrir à leur tour. D'accord. Et les cercles sont principalement à Bordeaux ou tu te déplaces pour en animer? Non, c'est à Bordeaux. À Bordeaux? Ouais. D'accord. Mais il y a des cercles partout en France. Oui. Et vous pouvez trouver... plein d'infos sur Internet, sur Instagram, peut-être même sur Facebook, je ne sais pas. Et sur le site tenterouge.fr qui répertorie beaucoup de tentes rouges en France. D'accord. Voilà. Super. Camille, quelle serait pour toi la définition d'une nouvelle conscience? C'est une question difficile. Je crois que il y a... Enfin, voilà, forcément, puisque c'est mon sujet, mais je crois qu'il y a une conscience qui émerge, on va dire, dédominée. C'est à ça que je suis sensible, en tout cas. Des marginaux, et que de plus en plus, en fait, en tant que minorité, on va dire, et quelles que soient ces minorités,
on trouve des espaces de libération de la parole, notamment via Internet et les réseaux sociaux. Hein. Et donc, je dirais que de ces minorités-là émerge une nouvelle conscience, c'est-à-dire qui sort en fait de cette conscience, de ce système de domination qui s'exerce à plein de niveaux, et que de notre vécu de minorité, on a beaucoup d'enseignements à transmettre au collectif. Et puis ce qui est intéressant, c'est que là, quand je parle de ça, moi, par exemple, je suis une femme blanche, donc je suis quand même dans la majorité, on va dire, des blanches en France, même si je suis une femme plutôt une minorité. Et puis je suis cisgenre, qui est plutôt une majorité par rapport aux transgenres. Enfin, du coup, en fait, on est tous aussi la majorité et la minorité de l'autre. Et que je crois qu'en fait, cette nouvelle conscience, pour moi, elle va émerger de toutes ces minorités en nous et à l'extérieur qui vont pouvoir dire ce qu'elles ont à dire, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Oui. Mais d'après ce que tu dis, c'est que chacune peut s'exprimer, même si il n'est pas le plus minoritaire de la minorité, tu vois. Puisqu'il y a parfois un peu des batailles de chapelle en mode mais ce sont que les hommes blancs qui s'expriment ou les femmes blanches. Mais en fait, non, chacun avec son vécu peut apporter quelque chose et traduire, témoigner en fait de ce qu'il ressent, de ce qu'elle ressent. Oui, et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau, je pense, aujourd'hui, en tout cas peut-être ces 20 dernières années, c'est qu'on a de plus en plus conscience que le privé, le personnel est politique, et qu'il y a de plus en plus de récits à la première personne. Et que ces récits à la première personne, en fait, ça c'est aussi l'ère du Verseau en astrologie. Je suis pas astrologue, mais voilà, j'ai ça en tête. Oui. Que finalement c'est aussi dire c'est une manière de toucher les autres, d'inspirer les autres et de créer des collectifs, en fait, de créer des rassemblements d'idées, de hashtags, de cœurs, et que c'est aussi comme ça que cette nouvelle conscience se propage. Oui, ça c'est ce que tu as fait, tu es partie de ce que tu vivais pour après en parler, le propager plus collectivement. Oui, en tout cas, j'ai envie d'écrire et de parler de sujets qui me touchent. Et je suis souvent assez mal à l'aise de parler de sujets où je suis pas directement touchée, en fait, concernée. Enfin, je pense que j'ai le plus à dire de choses que j'ai vécues, moi, physiquement, dans mon corps. Et donc, partir de mon expérience, c'est super important. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci à toi, Manon. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite.